Bonjour tout le monde. Peut-être avant de commencer la vraie correction, je vais essayer de clarifier certains points, notamment comment lire ces graphiques comme celui que vous voyez ici, et aussi les différentes classes d'inhibiteurs, parce que vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions là-dessus, donc je pense que c'est pas clair. Donc tout d'abord, les enzymes, je pense que vous savez tout ce que c'est un catalyseur biologique, ce qui fait que c'est une protéine en fait qui augmente la vitesse d'une réaction sans changer l'équilibre, donc le cas d'une réaction. Ça vous l'avez vu en chimie. Du coup, maintenant, si je mets une enzyme ici, donc là, je mets une enzyme avec son site actif là. Au début, si, imaginons qu'il n'y ait pas au début, mais en général, imaginons qu'il n'y ait pas de substrat. S'il n'y a pas de substrat, il ne peut pas y avoir de réaction. Et du coup, en fait, la vitesse, qu'on définit comme le taux de produits qui sont formés par rapport au temps, sera nulle. Donc au début, quand on n'a pas de substrat, on a une vitesse qui est nulle. Maintenant, si peut-être je vais faire plusieurs enzymes. Si je fais plusieurs enzymes comme ça, maintenant, si on augmente un tout petit peu la concentration de substrat, mais toujours en mettant une concentration assez faible, en fait, il y aura des collisions entre les substrats et les enzymes. Et donc ici, il y aura des collisions. Et puis parfois, les substrats pourront se lier, comme ici, imaginons que celui-là se lie, ce qui fait qu'il y aura une réaction qui pourra se passer rapidement. Et du coup, en fait, quand on a la concentration de substrat qui augmente, on a la vitesse qui augmente, en fait, parce qu'on a plus de produits qui sont formés. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette vitesse, on parle d'une vitesse euh, de toutes les enzymes. On ne parle pas d'une vitesse d'une réaction quand on parle ici enzyme velocity. C'est pas la vitesse de cette enzyme-là, parce que la vitesse de réaction faite par cette enzyme-là sera constante en fait. Nous, on parle de la vitesse, si vous voulez, quand on prend un certain recul, parce que par exemple, si là je mets aussi un substrat, ici il y aura deux produits qui seront formés en même temps, du coup la vitesse totale est plus élevée, donc les réactions se font plus rapidement, même si en regardant cette enzyme-là, c'est pas que sa vitesse augmente quand on augmente la concentration de substrat. Donc ça c'est bien important à comprendre. Donc du coup voilà. Et maintenant si on augmente la concentration de substrat, évidemment il y aura plus de substrats qui vont se lier à l'enzyme et du coup on aura plus de produits qui vont être formés. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que même si on a une très forte concentration de substrat, on aura presque en fait tous les sites actifs qui seront remplis par des substrats, mais on ne va jamais atteindre un équilibre avec tous les substrats qui sont attachés sur les enzymes, parce qu'évidemment, il y a un moment où ce substrat-là va sortir en tant que produit, et le temps que ce substrat-là le remplace, il y aura un moment en fait où l'enzyme ne sera, le site actif de l'enzyme sera vide. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on n'atteint jamais vraiment la vitesse max, mais on arrive, en fait, il y a une asymptote sur la vitesse max, comme vous voyez ici, on va juste pas l'atteindre, mais on va tendre très fortement à la vitesse max. Du coup, on dit qu'on l'atteint. Maintenant, un autre truc qui est important à comprendre, c'est le Km. Donc, le Km, c'est défini, donc le Km que vous voyez ici, c'est défini comme la concentration de substrat à laquelle nous avons la moitié de la vitesse maximum de l'enzyme. Donc ici, vous voyez que ça c'est un demi Vmax, un demi Vmax. Si le Km augmente, donc par exemple si le Vmax c'est un produit par seconde, ici le Km sera la concentration à laquelle on a un demi produit par seconde qui est formé. Donc, ça serait une vitesse très lente bien sûr. Maintenant, ce km, en fait, c'est une mesure de l'affinité. En fait, c'est une mesure de l'inverse de l'affinité. Parce qu'imaginons qu'on prenne une autre enzyme qu'on va mettre en rouge ici, qui sera comme ça. Donc là, on va faire le graphique de la vitesse de l'enzyme, comme ça. Mais pas très bien. Mais du coup, vous voyez qu'en fait, dès qu'on rajoute du substrat, la vitesse de l'enzyme sera quand même moins élevée. Et pourquoi elle sera moins élevée? C'est que si on reprend une enzyme comme ça, c'est juste qu'il y aura moins de liaison entre le substrat et l'enzyme. Et s'il y a moins de liaison entre le substrat et l'enzyme, il y aura moins de produits qui vont être formés. Et du coup, en fait, si on prend le Km ici, donc là je vais le mettre en bleu clair, on prend la Vmax, qui dans ce cas-là, elle n'est pas changée parce que j'ai mis que ça tendait vers la même vitesse maximum. Euh, du coup, moitié de Vmax, ça sera là. Et donc son Km sera ici. Km prime. Du coup, c'est dire quoi? C'est-à-dire que si le substrat se lie moins bien, le Km est plus grand.
Du coup, en fait, un km plus grand signifie une affinité plus petite de l'enzyme pour le substrat. Donc c'est pour ça le km, on dit qu'il est proportionnel à l'inverse de l'affinité entre le substrat et l'enzyme. Bon, du coup, j'espère que ce graphique, vous l'avez compris. On va aller voir un autre graphique, celui-là. Donc là, on voit le temps et on voit le nombre de produits qui sont formés. Dès qu'on voit produit et temps, ça nous fait penser à la vitesse, parce que la vitesse, c'est le taux de produit qui est formé dans un certain temps. Si on fait tendre ce temps vers zéro, donc vitesse, c'est P sur T. Si on fait tendre ce temps vers zéro, ça devient dP sur dt. Et on voit qu'en fait, la vitesse devient euh, la dérivée en chaque point de ce graphique. Donc en fait, la vitesse à ce temps ici, qu'on va appeler le temps t, ça sera la dérivée. Donc si je le mets en vert, ça sera la dérivée ici. Donc là, on aura la vitesse. Donc maintenant, la vitesse 0, c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est évidemment la vitesse maximale de la réaction. Attention à ne pas se tromper entre vitesse maximale de la réaction et vitesse maximale de l'enzyme. Vitesse maximale de l'enzyme, c'est quand tous les sites actifs ont un substrat, alors que la vitesse maximale de la réaction, c'est la vitesse initiale, donc c'est-à-dire au tout début, quand on a encore la concentration la plus forte de substrat, et donc plus de substrat sur les sites actifs. Parfait, donc maintenant on va regarder les différentes concentrations de substrat ici. Donc ici on voit que la concentration de substrat augmente, on aura plus de substrat sur les enzymes et donc la vitesse initiale et la vitesse en chaque point sera plus élevée. Donc voilà, donc là c'est comment on lit ce graphique-là. On voit très rarement ce graphique-là, en fait on voit beaucoup plus l'autre, mais c'est important aussi de savoir le lire. Bon, alors maintenant, on va aller voir ce que c'est les différents types d'inhibiteurs. Donc un inhibiteur, je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est juste une substance qui se lie sur une enzyme pour baisser l'activité de cette enzyme. Donc il y a plusieurs types d'inhibiteurs. D'abord, on va voir l'inhibiteur compétitif. Donc comme vous voyez ici, euh, là vous voyez un inhibiteur compétitif, donc c'est en bleu, inhibiteur, et là c'est le substrat. Là vous voyez le site actif de l'enzyme. En fait, l'inhibiteur se lie à la place du substrat, ce qui fait que le substrat ne peut plus se lier. Ce qui est important, c'est que l'inhibiteur peut être réversible ou irréversible. La seule différence, c'est comme le mot français l'indique, s'il est réversible, dès qu'il s'est lié, il ne pourra plus jamais s'enlever. Et ça, c'est juste s'il y a des liaisons covalentes entre l'enzyme et l'inhibiteur. Donc dès que vous voyez des liaisons covalentes avec des inhibiteurs, vous devez penser à des inhibiteurs irréversibles. Juste, on m'a posé une autre question aussi. Dans un de vos slides, ils disent qu'il y a des substrats qui peuvent faire des liaisons covalentes avec les enzymes. Ça n'a rien à voir avec les inhibiteurs qui font des liaisons covalentes avec les enzymes, parce que ces liaisons covalentes entre enzymes et substrats, ça sert juste à faire la réaction. Donc du coup, c'est quand même réversible, parce qu'après, ça va former des produits, alors qu'entre inhibiteur et substrat, c'est irréversible quand c'est des liaisons covalentes. Donc maintenant, parlons plutôt des inhibiteurs qui sont réversibles. Vous voyez qu'ici, cet inhibiteur, il peut se lier, mais il peut aussi s'enlever, et le substrat pourra se mettre à la place de... Donc si lui s'enlève, le substrat pourra prendre sa place, et du coup, il y a bien sûr un équilibre qui se forme. Donc ça c'est important. Maintenant, par rapport à inhibiteur compétitif, c'est ce que j'ai mis ici, vous devez juste penser comme définition à un Km qui augmente et une Vmax qui reste constante. Donc là je vais l'expliquer maintenant pour bien que vous compreniez ce que c'est. Euh, donc là il y a le graphique que maintenant on sait lire. Vous voyez, ça c'est un graphique quand il y a un inhibiteur compétitif. Vous voyez qu'en fait son Km augmente mais la Vmax reste constante. Donc pour comprendre ça, je vais remettre une enzyme ici. En fait, quand il y a une enzyme là, si on rajoute donc un inhibiteur là, donc les substrats pourront pas se lier. Si les substrats peuvent pas se lier, il faudra en fait plus de concentration de substrats pour arriver à la même vitesse, parce que bien sûr c'est une compétition entre cet inhibiteur et ces substrats. Du coup, il faudra plus de substrats pour pouvoir se lier dès que l'inhibiteur va s'enlever ici. Donc pour la même vitesse, on devra avoir plus de substrats que s'il n'y avait pas d'inhibiteur. Une autre manière dont on pourrait y penser, c'est qu'en fait, s'il y a un inhibiteur, le substrat ne peut pas se lier, et du coup, si on regarde ça de loin,
ça fait comme si l'affinité est diminuée parce que le substrat ne peut pas se lier à l'enzyme. Du coup, le Km augmente. Par contre, la Vmax reste constante. Alors, pourquoi la Vmax reste constante? Donc, imaginez, je mets 3 enzymes comme ça. Si maintenant, on n'a que, imaginons, un inhibiteur pour des milliers, des milliers et des milliers de substrats, en fait, c'est comme si l'inhibiteur n'est pas là parce que les substrats auront beaucoup plus de chances d'aller en contact avec les enzymes. Donc ça, c'est comme ça qu'on voit, c'est que s'il y a plus, s'il y a une concentration de substrats très élevée, alors on va quand même atteindre la Vmax. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour les inhibiteurs compétitifs. Donc maintenant, il y a une autre classe d'inhibiteurs qui sont les inhibiteurs non compétitifs, qui se lient en fait à un autre site que le site actif et qui, contrairement aux inhibiteurs compétitifs, ne gênent pas le substrat. Donc, ce qui veut dire, si l'inhibiteur est lié, le substrat peut quand même se lier. Donc, ça, c'est l'inverse en fait de l'inhibiteur compétitif. La différence, c'est que l'inhibiteur non compétitif va modifier non pas le site de liaison, donc là, vous voyez que c'est quand même un triangle avec un triangle, il va modifier le site actif et donc, en fait, il va baisser la capacité de l'enzyme à augmenter la réaction. Donc, ça veut dire que l'inhibiteur non compétitif, avec un inhibiteur non compétitif, le substrat peut toujours aussi bien se lier, donc c'est pour ça que le Km est constant, s'il peut aussi bien se lier, l'affinité est constante, mais par contre, la vitesse maximale baisse, parce que même si même si on a toutes les enzymes qui ont un substrat sur leur site actif, vu que les enzymes sont moins efficaces, la vitesse va baisser. Donc là, c'est important. Donc maintenant, je vais vous montrer le graphique d'un inhibiteur non compétitif. Donc vous voyez là ici, donc là vous voyez le normal avec un inhibiteur compétitif qui ne change pas la Vmax mais qui change le Km, parce que le Km du coup sera là. Et par contre, avec un inhibiteur non compétitif, ça baisse la vitesse maximale, mais le Km reste constant parce que l'affinité reste constante. Donc en fait, on prend la nouvelle Vmax, on prend la Vmax divisée par 2 ici pour calculer le Km. On regarde l'intersection avec le graphique et on voit que le Km est exactement le même pour une enzyme normale et pour une enzyme avec un inhibiteur non compétitif. Ah, parfait, alors on a déjà vu 2 sortes d'enzymes. Nous, on va s'arrêter là, mais en fait, en vrai, il y en a 4. Du coup, si vous regardez sur Internet, vous allez en voir 4. Mais vous, concentrez-vous là-dessus pour ce cours. Ok, alors maintenant, je vais juste clarifier encore un dernier point, la différence entre l'allostérie et la non-compétitivité. Donc maintenant, si on prend une enzyme ici, l'allostérie, c'est juste que ça a un effet, donc c'est-à-dire n'importe quel ligand, donc n'importe quel ici inhibiteur, a un effet sur un autre site que celui sur lequel il se lie. Donc du coup, si je prends un inhibiteur non compétitif, il va se lier là, et pourtant il a un effet sur le site actif. Du coup, un inhibiteur non compétitif est un inhibiteur allostérique. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il existe des inhibiteurs allostériques qui ne sont pas non compétitifs. Donc je voulais juste quand même vous donner un tel exemple, même si vous ne devez pas le connaître pour le cours, mais ça vous permettra peut-être de clarifier les choses. Donc là, c'est mon troisième exemple. Ici, en fait, on voit un inhibiteur qui se lie sur un autre site que le site actif, et pourtant il a un effet, comme vous voyez ici, sur le site actif. Quand il y a un inhibiteur, ça change la forme du site actif, et le substrat ne peut pas se lier, donc du coup ça change le Km, mais pourtant la Vmax va rester constante parce que si on a énormément de substrat, on va quand même atteindre la vitesse maximale. Et donc ici on a un exemple d'inhibiteur compétitif, vu que le Km change, mais la Vmax reste constante, mais allostérique. Donc c'est pas un exemple que vous devez connaître, mais ça vous montre un exemple d'allostérie qui n'est pas non compétitif. Maintenant, vous, pour votre cours, il le dit dans un de vos slides, vous pouvez dire que l'allostérie, c'est de la non-compétitivité réversible. Donc, apprenez ça. Donc, maintenant, on va passer à la correction à proprement parler de la série. Voilà. Ici, il fallait pas se faire avoir. Il parle de source première. En plus, il le souligne. Du coup, la source première,
Bien sûr, vous pensez directement comme source, vous pensez à l'ATP, mais l'ATP vient où? Vient des aliments, et les aliments viennent indirectement du soleil, parce que c'est comme ça que l'énergie rentre dans la biosphère. Donc la réponse ici, c'était soleil. Surtout, faites gaffe. Maintenant, la question 2. Un inhibiteur de l'enzyme a une structure qui ressemble à la structure du substrat. Il s'agit probablement, bon ici on l'a vu, si ça une structure qui ressemble, c'est-à-dire que ça va prendre sa place, du coup c'est un inhibiteur compétitif. Donc voilà. Alors pour la question 3, on voit quel type d'inhibiteur modifie la conformation du site actif. Donc ici on parle de conformation, mais franchement ça porte à confusion parce qu'on pourrait dire soit le non compétitif, soit l'allostérique. Euh, les deux modifient la conformation. Maintenant, l'inhibiteur allostérique, c'est un peu plus correct parce qu'il modifie vraiment la conformation du site actif, alors que le non compétitif, ça modifie pas vraiment la forme du site actif parce que les substrats peuvent quand même se lier. Du coup, la réponse, c'est allostérique, mais c'est vrai que ça porte à confusion. Maintenant, la figure 4, ici. Oups. La figure 4, donc là c'était vraiment hyper simple, compétitif, il fallait juste regarder celui qui se lit là, donc c'est dire que c'est le A, et leur allostérique, c'est le B. Du coup voilà. Maintenant prochaine question. Question 5, dans cette courbe, on la connaît bien. Montrer l'effet d'un inhibiteur compétitif en dessinant la courbe. Donc c'est tout simple, en fait si c'est un inhibiteur compétitif, on sait que la vitesse maximale ne va pas changer, du coup on va quand même arriver à une vitesse maximale qui sera la même. Par contre, le km va augmenter, donc disons qu'on met un km ici, du coup on fait un graphique. Parfait, maintenant la question 6, lequel de ces agents pharmacologiques n'est pas un inhibiteur d'une enzyme? Donc ici, il fallait connaître la pénicilline, vous l'avez vu en cours, donc ça on sait que c'est un inhibiteur. Maintenant, ça pourrait être l'aspirine, le Viagra ou la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, vous savez que c'est la progestérone et de l'oestrogène. Bon, c'est des hormones de synthèse, c'est pas la vraie progestérone et l'oestrogène. Et donc ça se lie à des récepteurs, vu que c'est des hormones, et ce n'est pas des inhibiteurs d'une enzyme. Du coup, la réponse, c'est pilule contraceptive. Maintenant, la question 7. Donc, l'aspirine agit en transférant son groupe acétyl sur la chaîne latérale de la sérine. Donc, le groupe acétyl, c'est ça. Donc, maintenant, vous l'avez vu en chimie organique. De base, dans la sérine, on a un alcool. Donc, ici, sur la chaîne radicale, on a un alcool. Et ça va devenir donc une chaîne avec un acétyl qui aura donc comme ça O, O et le CH3 ici. Et vous savez, quand vous voyez ça, vous l'avez vu en chimie organique, c'est donc des liaisons covalentes. Si c'est des liaisons covalentes, ça veut dire que c'est irréversible. Du coup, réponse irréversible. Maintenant, question 8. Donc, expliquer les faits. Que montre la figure du haut? Donc, la figure, vous voyez que c'est une transition en fait entre une forme inactive ici et une forme active. Vous voyez que le substrat peut bien s'y est là, mais pas ici. Donc c'est transition entre une conformation inactive et une conformation active de l'enzyme. Et maintenant, il nous demande qu'est-ce que c'est cette molécule-là. Est-ce que c'est un inhibiteur ou un activateur? On voit que ça stabilise la forme active, du coup c'est un activateur. On pourra même dire qu'en fait c'est un activateur allostérique parce que ça se lie sur un autre site que celui sur lequel il a effet. Du coup c'est un activateur allostérique. Question 9. Une enzyme peut abaisser l'énergie d'activation d'une réaction en fournissant un environnement favorable pour la réaction, en orientant deux substrats de manière à ce qu'ils réagissent, en exerçant une contrainte sur le substrat quand il rentre dans le site actif, en se liant par liaison covalente avec un substrat. Donc là, vous l'avez vu aussi en cours, c'est les quatre en même temps, du coup c'est le E. Donc question 10, la rétro d'une enzyme est un mécanisme régulateur basé sur la liaison du produit final d'une voie métabolique au site actif de la première enzyme. Donc imaginons maintenant qu'on mette un substrat, vous l'avez vu en fait le feedback inhibition avec l'isoleucine si je me trompe pas. Donc imaginons qu'on a un substrat en brun qui après va devenir une substance bleue
et on va mettre le produit final en violet. Ici, donc on va reprendre notre, notre enzyme qui fait passer le substrat brun au produit intermédiaire bleu. En fait, vous l'avez vu, c'est que le produit final va se lier allostériquement sur l'enzyme pour bloquer justement la réaction, en fait pour inhiber la réaction. Maintenant, il se lie allostériquement et ça c'est important parce que en fait, s'il ne se liait pas allostériquement, donc c'est-à-dire qu'il pourrait se lier exactement ici, sur le site actif, ça voudrait dire qu'il ressemblerait beaucoup au réactif. En fait, ça serait stupide parce que ça voudrait dire qu'on aurait une réaction complète qui commence avec un réactif et qui finit avec un produit qui se ressemble tellement qu'il se lie quand même au même endroit. Donc, du coup, c'est pas sur le site actif, c'est sur un site allostérique. Donc là, c'est fou. Du coup, question 11. Deux enzymes A et B sont des homotétramères. Dès que vous voyez des homotétramères, vous devez quand même penser à la coopérativité parce que souvent c'est de la coopérativité. Et donc maintenant vous avez deux graphiques ici avec la vitesse et la concentration, et vitesse et concentration. Et il nous demande euh, quelle courbe, quelle courbe obtient-on dans le cas A. Donc maintenant, on va voir le cas A. On voit ici que le substrat se lie, ça ne change pas la forme de l'enzyme. Donc c'est exactement comme les graphiques qu'on a vus avant sans inhibiteur. Du coup, c'est une courbe comme on a vu comme ça, un peu comme en logarithme. Et maintenant, dans le KB, par contre, on voit que la liaison du substrat va stabiliser la forme active. Du coup, c'est dire quoi? Ça veut dire qu'au début, si on a un peu de substrat, par exemple là, il y aura des collisions, mais ça ne va pas réussir à se mettre sur le site actif. Du coup, il n'y aura pas de réaction. Donc de base, en fait, on aura une vitesse très faible. Donc là, on voit qu'il y a une vitesse de base qui est faible. Et à un certain moment, dès que les premiers substrats, comme ici, se lieront, ça va stabiliser la forme active. Du coup, c'est dire que dès qu'il y a un autre substrat qui va faire une collision, il pourra se lier sur le site actif. Et donc on aura directement une vitesse qui va exploser lors de la première liaison du substrat. Donc on voit ici ce graphique, c'est exactement ce qu'il montre. Il montre qu'avec un tout petit peu plus de concentration, donc c'est dire dès que les premiers substrats pourront se lier, il va y avoir vraiment une augmentation énorme de la vitesse. Du coup, c'est la courbe 2, ici, comme on l'a dit. Là, c'est la courbe 1. Quel terme décrit la situation B? Donc ça, on l'a dit, c'est ce qu'on appelle la coopérativité. Coopérativité. Bon, j'ai un peu du mal à écrire ici. Donc quel adjectif décrit la courbe 1? C'est à peu près une forme d'hyperbole. Donc voilà. Et quel adjectif décrit la courbe 2? La courbe 2, c'est sigmoïde parce qu'en fait, ça fait une forme de S, justement. Donc on voit ici. Donc question 12. Quelle affirmation n'est pas correcte? Les enzymes forment un complexe avec leur substrat, donc ça c'est vrai, justement avec leur liaison. Les enzymes abaissent l'énergie d'activation des réactions. Alors oui, c'est justement c'est comme ça qu'elles accélèrent la vitesse de réaction. Les enzymes changent la K-équilibre des réactions chimiques réversibles. Alors non, justement, on l'a déjà vu, ça ne change pas l'équilibre, donc ça ne change pas le K. En fait, ça ne change ni le delta G, ni le K qui sont liés avec delta G égale moins RT ln de K, ni l'équilibre qui revient à la même chose. Donc c'est ça ce qui est faux, et on va regarder quand même le reste. De nombreux enzymes changent légèrement leur forme quand le substrat se lie. Oui, c'est ce qu'on appelle le induced fit. Les réactions chimiques se produisent dans le site actif des enzymes où une conformation 3D est cruciale pour la catalyse. Oui, dans le site actif. Et bien sûr, on est en 3D. Alors, question 13. Le schéma montre les niveaux énergétiques. Je vais peut-être juste commenter un tout petit peu ce graphique. Là, on voit le delta G qui est plus petit que 0. Donc, en fait, on parle d'exergonie. Si jamais, quand on parle d'exergonie ou d'exothermie en chimie, c'est à peu près la même chose. C'est juste quand on parle d'exothermie, on parle de chaleur qui est dégagée, alors que d'exergonie, on parle d'énergie qui est dégagée. Donc là, en fait, on voit qu'il y a de l'énergie qui est dégagée. Alors que si c'était endergonique,
il y aurait de l'énergie qui serait absorbée, donc on aurait un delta G qui serait plus grand que 0. Ici, on voit l'énergie d'activation, les deux petites étoiles ici, c'est pour dire que c'est l'état de transition. Quand ce n'est pas catalysé, on voit que l'énergie d'activation est plus élevée que quand c'est catalysé. En fait, les catalyseurs baissent cette barrière, donc cette énergie d'activation. Et ce qui est important de noter, c'est que l'énergie d'activation qui baisse dans les deux sens, parce qu'on voit qu'ici, si les produits veulent redevenir des substrats, en fait, ils devront passer par une barrière qui est plus petite, alors que si les substrats veulent passer en produit, ils devront aussi passer par une barrière qui est plus petite. Donc en fait, ça accélère de la même manière les deux sens. Donc le K est constant. Donc voilà. Donc si cette réaction nécessite de l'ATP pour diminuer l'énergie d'activation, non, en fait l'énergie d'activation est diminuée grâce à la catalyse, donc grâce à une enzyme qui, elle, n'utilise pas de l'énergie, ça c'est vraiment important. L'enzyme ne donne pas de l'énergie, elle donne juste un environnement favorable à la réaction. Donc ça, c'est faux. Maintenant, la question 13.2. La conversion du substrat en produit est exergonique. Donc ça, on l'a vu justement, c'est exergonique, ça dégage de l'énergie. C'est exergonique. Donc prochaine question. L'enzyme LDH accélère uniquement la conversion du lactate en pyruvate ou dans les deux directions ou dans l'autre direction. Donc comme je viens de vous le dire, ça ne change pas le K. Si ça ne change pas le K, c'est-à-dire que l'équilibre est gardé et donc ça accélère de la même manière les deux réactions. Donc si on revient sur ce graphique-là, on voit que une énergie d'activation qui est plus faible accélère autant cette réaction que cette réaction. Même si bien sûr, ce sera plutôt cette réaction qui va se passer, mais c'est toujours un équilibre, du coup on aura les deux. Donc ici, les réactions dans les deux directions. La molécule de lactate possède un carbone asymétrique, oui, qui est ici. La conversion du pyruvate est catalysée d'un mélange racémique, un seul énantiomère ou un excès d'un des deux énantiomères. Alors en fait, ça donne un seul énantiomère. Ici, vous allez dire, mais comment on peut le savoir? C'est juste pour montrer qu'en fait, les enzymes sont très spécifiques et elles permettent de donner un seul énantiomère. Chez l'homme, si jamais, c'est le L-lactate qui est formé, mais c'est pas très important. En fait, pour bien comprendre pourquoi on va toujours former le même énantiomère, ici, en fait, l'énantiomère sera différent si le H, donc si le proton d'ici vient par là, ou vient par là. Donc là, on aura en fait, une fois on aura du D qui sera formé, une fois on aura du L qui est formé. Mais l'enzyme ne va pas changer sa conformation, elle va toujours être la même. Du coup, chaque fois qu'on va donner le pyruvate, il va se lier de la même manière et du coup, le H va venir chaque fois par le même endroit et donc on aura chaque fois le même énantiomère. Donc maintenant, question 16. Qui est l'agent réducteur dans la réaction suivante? Bon, quand on parle de réducteur, ça vous devez savoir, c'est toujours le NADH. Si vous voulez le voir avec les degrés d'oxydation, ici on a le H est toujours plus, ici donc on a NAD- pour que ça soit neutre. Du coup on a un NAD- qui devient du NAD+, donc on voit que le degré d'oxydation augmente, donc il subit une oxydation. S'il subit une oxydation, c'est que c'est un réducteur. Donc c'est lui le réducteur, et on pourrait même ajouter que c'est un NAD- qui passe en plus, du coup il perd 2 électrons, donc c'est le NADH qui perd 2 électrons. En fait, on parle de transporteur d'électrons. Alors, question 17, un ribosome est une enzyme qui accélère la synthèse de ribose? Pas du tout. C'est simplement un catalyseur constitué d'ARN et non pas de protéines comme ceux qu'on voit normalement. Donc, du coup, ça, c'est faux. Si jamais les ribosomes, on les retrouve souvent dans les ribosomes, euh, elles permettent notamment la traduction de l'ARN messager en protéines. Donc, question 18, l'enzyme tyrosinase nécessite un ion cuivre Cu2+. Dans son site actif, pour fonctionner comme enzyme, l'ion cuivre est substrat, non, parce qu'il nécessite, et c'est pas le substrat, un activateur allostérique, non, c'est dans son site actif. Une coenzyme, non, parce que une coenzyme, c'est une molécule organique, donc ça peut pas être ça. Cofacteur, c'est ça. Et vitamine, non, une vitamine c'est aussi organique et en fait c'est souvent un précurseur d'une coenzyme, donc c'est pas ça. Donc, question 19. Tyrosinase est la première enzyme permettant la synthèse de mélanine à partir de l'acide aminé L-tyrosine. L'absence de tyrosinase cause
l'albinisme. Les chats siamois ont une mutation dans le gène codant pour la tyrosinase et ça affecte l'enzyme. Donc, est-ce que ça peut abolir complètement l'activité de l'enzyme? Non, parce qu'en fait, si ça abolissait complètement, il n'y aurait pas de mélanine nulle part, et du coup, ici, ça ne serait pas noir. La mélanine, c'est ce qui permet, par exemple, le bronzage, donc les parties foncées. Diminuer l'affinité de l'enzyme pour son substrat, la L-tyrosine, en fait, ça expliquerait pas du tout pourquoi ici c'est noir, mais là c'est blanc, ici, encore. Du coup, diminue l'affinité de l'enzyme pour son cofacteur. Même chose, ça expliquerait pas pourquoi il y a deux régions différentes. Augmente le pH optimal de l'enzyme, diminue le pH optimal, augmente la température, diminue la température optimale. Du coup, ou bien c'est quelque chose qui a à voir avec le pH, ou bien ça a à voir avec la température. Du coup, il faut réfléchir. On voit ici que tout ce qui est foncé, c'est les pattes, les oreilles, le nez et la queue. En fait, c'est toutes les régions à l'extrémité. Et il faut simplement y réfléchir quand, par exemple on va skier ou quand il fait froid, on a tout le temps froid aux extrémités. Pourquoi? Parce que elles sont moins bien desservies par le sang. Le sang est plus aussi chaud et du coup, en fait, ces régions sont plus froides. Donc, ça a à voir avec la température. Ça aurait pu avoir quelque chose avec le pH, mais je ne vois pas d'explication de pourquoi il y aurait un pH différent dans les extrémités. Du coup, c'est par rapport à la température. Est-ce que maintenant ça augmente la température optimale de l'enzyme ou est-ce que ça la diminue? Donc, en fait, il y a la synthèse de mélanine seulement aux extrémités où il fait plus froid, donc ça diminue la température optimale de l'enzyme. Donc ça diminue la température optimale de l'enzyme. Et en fait, dans les parties chaudes, l'enzyme ne peut plus marcher parce que si on pense au graphique que vous avez vu avec la température optimale des enzymes, en fait au début, si on augmente un tout petit peu la température, ça améliore l'activité et d'un coup il y a une chute. Pourquoi il y a une chute? C'est parce que ça casse les liaisons entre le substrat et l'enzyme ou même ça dénature la protéine. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, dès qu'il fait un tout petit peu plus chaud que dans ses extrémités où c'est la température optimale, en fait c'est tout blanc, l'enzyme ne marche pas du tout parce qu'on a dépassé ce stade et du coup on est à zéro. Maintenant question 20. Donc une souris tigrou femelle a un pelage tigré, les mâles tigrous sont entièrement blancs, le gène de la tyrosinase n'est pas sur le chromosome X. Donc le gène, là on parle bien de gène de la tyrosinase qui n'est pas sur le chromosome X. Euh, Alors, la mutation tigrou augmente le pH optimal ou diminue le pH optimal. On voit pourquoi les femelles et les mâles auraient un pH différent. Augmente la température et diminue la température optimale. Même chose. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence de température. Et du coup, affecte un transporteur membranaire de CI2+, privant la tyrosinase de son cofacteur. Oui. Alors maintenant, on pourrait se demander comment ça se fait qu'il y a une différence entre femmes et hommes. En fait, là, il parle bien de gène de la tyrosinase qui n'est pas sur le chromosome X, mais là, on parle d'un transporteur membranaire. Du coup, ce transporteur peut être sur le chromosome X. En vrai, il l'est. Et du coup, ça veut dire que s'il y a un problème avec ce transporteur, donc s'il y a une mutation de ce transporteur, les hommes qui ont que un seul X n'auront pas de transporteur et donc n'auraient pas de CU2+. Et ça montre en même temps l'importance d'un cofacteur parce que justement, chez les hommes, on est tout blanc, du coup l'enzyme ne marche pas du tout. Et en fait, pourquoi est-ce que les femelles ont un pelage tigré? C'est parce que, comme on l'avait déjà vu en génétique, elles ont un chromosome de barre. Certaines cellules ont un chromosome X, d'autres ont l'autre chromosome X. Et en fait, toutes celles qui auront le chromosome X avec la mutation seront blanches, comme on le voit sur ces traits-là. Et toutes les autres seront noires. Et c'est pour ça qu'on est tigré. Bon, du coup, on a fini. J'espère que c'était clair. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse que je vous ai mise sur Facebook.